Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir sur Radio Shalom Judith Chemla, qui est l'héroïne donc du film Lune de miel d'Élise Otzenberger, avec Arthur Rigal également. Alors Judith, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté donc cette interview pour Radio Shalom. Nos auditeurs sont ravis de pouvoir un peu vous écouter sur la fréquence. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous êtes arrivé sur le projet ? Vous avez tout d'un coup reçu un scénario qui s'est appelé Lune de miel, et quand vous avez vu et lu le script, ça vous a un petit peu étonné par rapport au titre ? Au début, ça s'appelait Même pas froid. C'était pas Lune de miel. Non, mais en le lisant, la première chose, avant d'être confronté à la dimension historique du rapport aux racines, à la vague émotionnelle que comporte le film aussi, j'étais frappée par l'humour d'Élise. Et je riais toute seule en lisant le scénario à haute voix dans le train. Je ne pouvais pas empêcher, quoi. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement drôle, saisissant, piquant. Vraiment, j'ai été séduite tout de suite par le projet. Alors, il y a un décalage, donc l'un des thèmes du film, c'est ce décalage justement entre la mémoire intime de l'héroïne par rapport, la mémoire intime et familiale, par rapport à la mémoire collective, puisqu'elle a une certaine image de la Pologne, de ses racines, de ce que lui racontait plus sa grand-mère que sa mère, et elle est confrontée aussi à la réalité, à ce qu'est la Pologne aujourd'hui, à ce que véhicule également l'image de la Pologne dans l'ensemble de la communauté juive. Est-ce que c'est l'un des thèmes principaux du film ? Est-ce que vous l'avez ressenti comme cela ? Vous voulez dire le frottement entre ce qu'on espère exactement, ce qu'on espère, tout à fait, oui. Et la réalité. Évidemment. Ouais. Mais je pense que le personnage d'Anna a besoin d'être en paix, même si elle n'est pas en paix. C'est une jeune femme qui cherche des réponses au vide de son histoire, laissée par certains ancêtres disparus, dont elle ne sait pas grand-chose. Donc elle est obsédée par trouver des traces. Donc elle arrive en Pologne, elle a besoin de se sentir polonaise, de revivre des choses qu'aurait vécu sa grand-mère, de vivre des choses aussi qu'aurait pu vivre sa grand-mère plus jeune, mais des bonnes choses. Elle a envie de retrouver de la vie, et elle trouve beaucoup de vide. Donc beaucoup de vide et beaucoup de choses un peu stupéfiantes qu'on peut trouver en Pologne. Tout à fait. Il y a une scène quand même qui est assez saisissante. C'est cette arrivée donc sur cette place de marché où tous les commerçants, un petit peu comme un espèce de Disneyland, de foire médiévale, proposent des objets, à la fois des objets juifs, mais aussi des objets nazis, des reliques de la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait presque froid dans le dos, quoi. Ah, je peux vous le dire, c'est glaçant. Oui, c'est glaçant. C'est glaçant. On était estomaqués avec Arthur. Pourtant, c'est écrit dans le scénario. Mais de voir véritablement des représentations de stéréotypes juifs qu'on peut mettre sur son frigo en magnette, avec le gros nez, les pièces en or. On était effarés qu'il y ait un tel commerce folklorique, parce que pour eux c'est comme du folklore. On était très choqués. Et vous avez essayé d'en parler un petit peu avec les comédiens polonais, avec l'équipe technique polonaise, puisque j'imagine que beaucoup de Polonais ont travaillé sur le film, et entre autres la nouvelle génération qui veut aussi peut-être, non pas s'accaparer cette mémoire, mais en tout cas la comprendre, puisqu'elle fait partie de toute façon de l'histoire de la Pologne. Et en même temps avoir peut-être cette distance en disant mais la Pologne d'il y a 75 ans, c'était pas nous. Comment vous avez estimé l'attitude de la nouvelle génération de Polonais, ceux que vous avez par exemple rencontrés, avec qui vous avez peut-être travaillé sur le film ? Je pense qu'évidemment il y a autant de rapports que d'individus. Mais par exemple pour certains c'est pas si choquant parce que c'est une façon de quand même conserver une trace, d'en parler. Mais c'est quand même un peu gênant puisque ce sont des caricatures et que ces caricatures-là ont été le terreau du massacre. Donc pour nous, c'est quand même très choquant. Et il y a en effet des Polonais qui sont investis
dans le fait de savoir ce qui s'est passé dans leur bourgade, dans leur ville, dans leur pays. Il y a des Polonais qui font un travail de mémoire, heureusement, mais il y a aussi des choses pas du tout résolues, qui pourraient pas avoir lieu en France. Vraiment, il y a des choses très choquantes, des pierres tombales qui sont utilisées apparemment, même dans des cours d'école. Je veux dire, où les enfants, malgré eux, ils n'ont pas choisi ça, mais ils sont obligés de marcher, courir, jouer sur des pierres tombales. C'est hallucinant, on ne peut pas imaginer ça. Et le personnage d'Anna le montre très très bien dans la description qu'en fait Élise dans son film, qui est justement partagée entre cette envie de se réapproprier cette mémoire, et puis finalement, cette mauvaise surprise, ou en tout cas cette surprise un peu contrariée d'absence, on va dire, de traces réellement émotionnelles, et puis aussi de ce qu'ont fait certains Polonais, ou en tout cas une bonne partie des Polonais, de ce souvenir funeste, quoi. Et on sent également que le personnage de Brigitte Rouen, qui interprète votre maman, incarne un petit peu cette vigilance, mais aussi cette radicalité vis-à-vis de la Pologne, cette paranoïa, que votre personnage, Anna, essaye quand même de se soustraire un petit peu finalement. Oui, je pense que, en effet, il y a une chose tellement blessée directement dans le personnage de la maman, qui n'a pas pu évoquer le souvenir avec sa propre mère, parce que cette deuxième génération aussi est plutôt dans une protection des parents qui ont survécu. Donc, il y a comme un rejet en bloc. Et moi, j'interprète la troisième génération qui peut évoquer le souvenir, qui peut aller rechercher, parce que c'est moins peut-être vif, mais qui a besoin d'histoire. Peut-être qu'on arrive avec des plus ouverts, plus en attente de quelque chose, moins en rejet direct. Mais c'est-à-dire que je pense qu'elles font un petit chemin, les deux femmes font un petit chemin inverse. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des scènes quand même assez fortes dans le film. Je pense entre autres, sans trop les dévoiler, de la scène du restaurant. Alors, comment vous êtes préparé à un tel rôle ? Bon, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé avec Élise. Votre patronyme laisse à penser que vous n'avez pas forcément d'origine ashkénaze. Est-ce que vous en avez parlé avec des amis ? Je pense entre autres amies comédiennes comme Sandrine Kiberlin, qui parle parfois aussi de ses ancêtres, ou avec d'autres. Comment vous êtes accaparé, on va dire, cette mémoire qui n'est pas forcément votre mémoire intime ? Tout à fait. Bon, déjà, Élise nous a donné énormément de matériaux, de livres, de films, qui composent la bibliothèque des personnages. Vous voyez, elle disait, ça c'est les livres qu'Anna aime, ça c'est les livres qu'Adam aime, ça c'est... Voilà, bon. Donc j'ai énormément lu aussi, je suis énormément plongée dans l'histoire, dans le monde perdu. J'ai lu les romans de Daniel Mendelssohn, de Isaac Bashevis Singer, qui sont merveilleux. Donc, si vous voulez, je suis arrivée après sur le tournage et sur les lieux qu'Élise nous a fait visiter, chargée d'une grande mémoire imaginaire. Enfin, mon imaginaire était rempli de cette vie. Voilà, donc je suis heureuse parce que, en effet, mes racines directes ne viennent pas de l'Est, mais par ce film, j'ai pu ressentir... j'ai pu appréhender la mémoire d'une manière beaucoup plus... être choquée émotionnellement. Et je pense qu'on a besoin d'être choqué émotionnellement aussi aujourd'hui pour prendre conscience et pour voir que tous nos comportements peuvent avoir des répercussions importante. Et je pense qu'en effet, il faut parler aux enfants, il faut pas avoir peur de choquer. Je pense que c'est bien d'être choqué, parce que c'est important, quoi. C'est choquant. Il faut le savoir. Et puis, ça nous guette toujours. Les dérives nous guettent, donc... Surtout quand on sait ce qui s'est passé ces derniers temps, et que l'on sait aussi que malheureusement, dans quelques années, les témoins directs disparaîtront tous, quoi. Donc il nous reste quand même les souvenirs et ce qu'on en garde. Pour revenir, Judith Chemla, à votre carrière de comédienne, on vous a découvert
en ce qui concerne le grand public, dans Camille redouble, la comédie de Noémie Ilovski. On vous a vu dans le film de Toledano Nakache également, Le sens de la fête, dans Rendez-vous à Athlite également, dans le film également de Stéphane Brisé, Une vie, adapté de Maupassant. Alors, il m'est arrivé souvent de lire quelques interviews d'une actrice pour laquelle j'ai énormément d'admiration et qui parle beaucoup de vous. C'est Isabelle Adjani. Elle vous cite assez souvent comme l'une de ces comédiennes, on va dire nouvelles comédiennes en tout cas, ou plus jeunes comédiennes en qui elle croit beaucoup et qu'elle est à chaque fois ravie de découvrir sur scène ou à l'écran. Vous le saviez? Vous l'avez déjà rencontrée? Je suis... je ne peux pas avoir un plus beau compliment, un plus beau témoignage. C'est merveilleux parce que c'est une comédienne, enfin, c'est un être qui m'inspire énormément, qui m'a bouleversée depuis l'enfance. Je veux dire, je pleurais pendant 1 heure après avoir vu un film avec Adjani. Ouais. Je suis, voilà, c'est merveilleux. C'est un tel abandon aux émotions, à la vie. Elle est traversée de, voilà, et puis elle a une grâce inouïe. Voilà, c'est presque surnaturel. Donc oui, je suis. Vous le saviez, vous aviez. Oui, déjà si vous voulez. Elle est venue au théâtre, mais on ne s'est jamais vraiment rencontrés directement. On s'est envoyé des messages. Elle m'a envoyé un message par un ami commun. Voilà, donc je l'ai remerciée. Puis, mais on ne s'est jamais vraiment parlé. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. C'est quand on rencontre de tels compliments et qu'on a justement une admiration de la part d'un être qu'on a nous-mêmes admiré. Je pense que ça fait partie des immenses plaisirs de ce métier. Oui, c'est vraiment merveilleux, oui. Vous partagez entre le théâtre et le cinéma. Est-ce que ce sont 2 pôles qui vous seront toujours indispensables ou vous aimez, selon les différentes périodes, vous concentrer plus sur les planches que sur l'écran, ou ça vous est égal, peu importe? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des nécessités. Enfin, en tout cas, moi je choisis un peu mes projets comme ça parce que tout d'un coup, je sais qu'il faut il y a des choses au théâtre, il fallait que je les fasse. L'annonce faite à Marie, par exemple, la Traviata, qu'on a adaptée de Verdi, qui est visible encore sur Arte, là, sur le site d'Arte, qui est vraiment une vraie réussite, un vrai travail collectif magnifique. C'était nécessaire pour moi. Aujourd'hui, ça dépend des périodes. J'aime aussi, enfin, comme on fait des choses magnifiques quand elles sont nécessaires, vraiment. Je veux pas faire pour faire, vous voyez. J'attends d'avoir l'intuition juste et de m'y engager totalement. Donc il y a des moments où je ferai moins de théâtre, des moments où je ne ferai pas certains films sûrement, voilà, ça dépendra. Ça dépendra. Merci beaucoup Judith Chemla d'avoir accepté notre interview, et puis bonne chance donc à Lune de miel de Élise Hotzenberger, j'espère que je prononce bien, avec Arthur Igual. Parfait. Et donc à très très bientôt sur les ondes de Radio Shalom pour un prochain film ou une prochaine pièce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.